Merci à notre invité d'être présent aujourd'hui. Donc, je rappelle que c'est le dernier séminaire de Arts, Sciences, Technologies pour cette année, pour ce semestre. Ce séminaire nous est cher puisque nous arrivons, grâce à lui, à mobiliser autant des étudiants en art contemporain que des étudiants en art et création internationale, que des étudiants en management, art et donc industrie créative, qui pour nous aussi une innovation, parce que c'est un master d'apprentissage. Et puis évidemment, tout cela au contact des auditeurs de l'IHEST, puisque ce partenariat IHEST Paris 1 Panthéon-Sorbonne nous permet aujourd'hui d'envisager des interventions au plus haut niveau avec des personnalités comme Frédéric Restagno qui nous vient, comme vous le voyez ici, de l'Université de Saclay et du CNRS. Donc de faire venir aussi des personnalités qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer dans le cadre des études en art, et notamment en art contemporain. Et c'est un peu l'objectif de ce séminaire que de mettre en lien des problématiques de société, des problématiques également scientifiques, des méthodologies qui finalement vous engagent toutes et tous dans une réflexion sur vos projets mutuels, mais également, je pense, la possibilité de faire circuler ces savoirs et ces savoir-faire, nous le verrons tout à l'heure, avec des spécialistes. Alors, pour vous donner un peu la trame de cette intervention d'aujourd'hui, qui est la dernière de l'année, nous l'avons intitulée grâce à la proposition de Frédéric Restagno, Gouttes et bulles, éloge la fragilité physique, chimie aux interfaces. Donc on est vraiment dans l'expérientiel, dans la relation aussi à ce que la science peut nous exprimer de plus en lien avec ce qu'elle incarne et ce qu'elle entraîne en conséquence. Donc l'émerveillement des bulles naît dans l'innocence de l'enfance, les reflets irisés, la délicatesse des sphères savonneuses suscite autant de joie à les créer qu'à les voir, éclater. Cette fascination persiste à l'âge adulte, trouvant son expression dans la peinture où 2 maîtres, Teilhard de Chardin et Manet, ont immortalisé ces bulles dans leur toile. Pourtant, bien que ces objets soient familiers, d'innombrables mystères planent toujours. Pourquoi les bulles succombent-elles à leur destin qui est d'éclater? Quelle est la formule parfaite pour fabriquer une bulle de savon? Au cours de ces 2 heures, nous explorerons la rencontre enchanteresse de l'art, de la physique, des mathématiques et de l'industrie. Ça, c'est vraiment un programme merveilleux. Alors, Frédéric Restagno est donc l'artisan de ce programme de ce soir. Il est directeur de recherche au CNRS. Il travaille au laboratoire de physique des solides sur le campus de l'Université de Saclay, Paris-Saclay. Ses thématiques de recherche concernent la physique des interfaces, de l'adhésion, des frottements. En particulier, il s'intéresse à la physique de la génération et de la rupture des films de savon, ainsi qu'à la question du glissement des liquides sur les surfaces solides. En parallèle de ses activités de recherche, il s'intéresse à la diffusion de la science dans la société et participe à de nombreux événements de vulgarisation, émissions de télévision. On n'est pas que des cobayes, E égale M6, etc. Et il enseignait, et il enseigne d'ailleurs toujours à l'École normale supérieure, de Saclay, et est auditeur de l'IHEST, promotion Rosaline Franklin. Donc, bienvenue Frédéric pour cette intervention donc, qui sera expérientielle et novatrice, puisque nous n'avons pas eu pour l'instant d'expérience scientifique dans le cadre de ces conférences. Donc c'est une innovation pour finir, pour clôturer ce cadre. Et je salue tous les auditeurs de l'IHEST et évidemment sa représentante qui, Lucille, vraiment qui nous apporte son expertise en permanence, puisque tu accompagnes le projet depuis maintenant son origine. Nous nous apprêtons d'ailleurs à savoir avoir des nouvelles de la nouvelle direction dès janvier prochain, mais l'équipe de l'IHEST est pleinement mobilisée, donc nous savons que vous êtes, de toute façon, vous assurez la continuité en permanence, et voire même les projets à venir, et nous faisons partie des projets à venir. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Frédéric Restagno.
Merci beaucoup. Alors, je vais pas faire beaucoup de chimie. Alors, pour faire semblant de faire de la chimie, je vais mettre une blouse, ce qui, dans mon laboratoire, est le signe que je vais faire autre chose que mon travail normal, puisque, en général, je la mets pas. Et c'est devenu une blague dans l'équipe de dire « Ah, mais aujourd'hui, il y a la télé, parce que la télé est à la télé, l'archétype du chercheur, c'est d'avoir une blouse. » Donc, je vais la mettre. C'est pas mal de temps en temps d'être un peu archétypal. Et donc, me voici donc dans ma tenue de chercheur officiel. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement, c'est-à-dire je vais présenter mes thématiques de recherche sous un axe assez académique, et puis on va se diriger progressivement vers la physique des bulles de savon, qui est la thématique sur laquelle j'ai choisi d'intervenir aujourd'hui. Donc, j'ai dit tout à l'heure que parmi mes thématiques, il y avait les questions d'adhésion. Et par exemple, pour vous montrer que la question des interfaces liquides est une question importante, qui a potentiellement de nombreuses applications et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, je vais vous raconter brièvement cette collaboration que nous avons eue avec la société Essilor. Et ça, c'est quelque chose pour ceux qui portent des lunettes, et il y en a quand même quelques-uns dans cette salle, quelques-uns ou quelques-unes. Vous savez que ça se salit très facilement. Et ça, c'est vraiment pénible. Et quand vous achetez des lunettes, souvent, on vous vend ou on essaye de vous vendre un traitement anti-salissure qui serait potentiellement quelque chose de merveilleux. Et l'intérêt... pourquoi je vous raconte cette collaboration? Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de la physique, mais pour vous montrer la manière avec laquelle les physiciens se questionnent, on a eu cette discussion avec Essilor qui disait « on a changé de fournisseur et depuis qu'on a changé de fournisseur, ça ne marche plus ». Et la question, c'était « mais c'est quoi un traitement anti-salissure » et au fond, en se posant la question de ce que c'est qu'un traitement anti-salissure, on est déjà obligé de réfléchir comme un physicien. Par exemple, est-ce qu'un traitement anti-salissure, c'est un traitement sur lequel les salissures ne se déposent jamais? Est-ce qu'un traitement anti-salissure, c'est un traitement sur lequel, une fois qu'il y a une salissure, ça va être facile de l'enlever? Est-ce qu'un traitement anti-salissure, c'est un traitement sur lequel le frottement du chiffon qu'on utilise ou du petit Kleenex qu'on utilise pour nettoyer va se faire sans résistance? Tout ça dans le vocabulaire quotidien, c'est quelque chose qui ne se salit pas, mais du point de vue des propriétés physiques qu'il va falloir optimiser, ce sont des choses complètement différentes. Dans un cas, il va falloir optimiser l'énergie de surface, dans un cas, il va falloir optimiser le coefficient de frottement. Et donc là, vous voyez que transformer des mots en questions de physique, c'est une partie très intéressante du travail, et je pense que ça rend compte d'une certaine manière des choses qu'on pourrait faire ensemble. Une autre question qui nous a intéressés, c'était la question de l'adhésion. Au fond, la question qui nous intéressait, c'est on dépose un scotch sur une surface et on la décolle. Ça, c'est une expérience que vous avez tous fait. La question qu'on se posait, c'était quel est le rôle de la rugosité de surface sur l'adhésion? En fait, ce qu'on a montré, c'est qu'en travaillant avec des petites rugosités qui étaient élastiques, déformables, on a montré qu'il y avait plusieurs phénomènes qui étaient en jeu. Il y avait d'abord le fait que si on rugosifie la surface, on a plus d'air de contact entre l'adhésif et la surface, et donc ça conduit à une augmentation de l'adhésion. Mais il y a plus que ça, et la présence de ces rugosités de surface, elle permet de modifier les mécanismes de décollement, et elle permet de modifier la manière avec laquelle l'adhésif, quand il se décolle, rompt, et ça peut conduire à des possibilités de moduler l'adhésion de manière intéressante. Une autre manière de faire de la physique, et je voulais vous raconter ça, c'est la physique que je fais, c'est souvent une physique qui est à taille humaine, qui utilise des expériences qui, dans ma communauté, on appelle des expériences de coin de table, c'est-à-dire des expériences qui prennent, des fois c'est une grosse table, mais ça prend rarement plus qu'une grosse table, mais on fait des fois des expériences qui sont vraiment plus coûteuses. Et ici, je voulais juste vous mentionner le fait qu'il y a en France des réacteurs nucléaires dont la seule utilité, c'est de faire de la physique. On a construit en France 2 réacteurs nucléaires, un sur le plateau de Saclay, qui est arrêté depuis l'année dernière, et un à Grenoble, dont le seul objectif, c'est de faire de la physique. Et pourquoi on utilise un réacteur nucléaire pour faire de la physique? Parce que un réacteur nucléaire, ça fabrique des neutrons, et les neutrons, ils interagissent avec la matière, un peu comme de la lumière, mais une lumière qui serait un peu particulière. C'est-à-dire que les neutrons se comportent comme des ondes, ils peuvent faire des interférences, comme la lumière normalement, et ils ont cette particularité, comme ce sont des particules qui sont non chargées, d'interagir directement avec le noyau de la matière et
permettent d'avoir accès à des informations sur l'organisation de la matière et à toute petite échelle. Et donc, par exemple, ce qui nous a intéressés, nous, dans ce travail, c'était de comprendre la cicatrisation entre une surface sur laquelle on avait accroché des longues chaînes de polymères. Donc, des polymères, c'est des très longues molécules, des molécules de taille 100 nanomètres, donc 1 nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre, donc c'est quand même tout petit. C'est beaucoup plus petit qu'un cheveu, mais c'est quand même beaucoup plus grand qu'une molécule, beaucoup plus grand qu'un atome, typiquement 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois un atome. Et ce qui nous intéressait, c'était comment ces poils nanométriques-là, si on posait un polymère de même nature dessus et qu'on chauffait, les poils allaient rentrer à l'intérieur du matériau. Et ce qui nous intéressait, c'était de comprendre la dynamique avec laquelle ces poils rentraient à l'intérieur du matériau. Alors pourquoi on s'intéresse à ces choses-là? Pourquoi on s'intéresse à la cicatrisation de poils nanométriques dans un matériau? On s'intéresse à ces questions-là parce que ça permet de mieux comprendre, par exemple, la soudure des matières plastiques. Ça permet aussi de mieux comprendre les mécanismes avec lesquels le noir de carbone, la matière noire qu'on met dans les pneumatiques, elle affecte les propriétés mécaniques de la matière. Donc là, comment on travaille quand on est physicien et qu'on va faire des expériences sur un réacteur nucléaire? Donc, on n'a pas un réacteur nucléaire à la maison. Ce qu'on fait, c'est qu'on va passer quelques jours, ici c'était à Saclay, au laboratoire Léon Brillouin, on va passer quelques jours, typiquement 3 jours ou une semaine, et on va faire des expériences nuit et jour pour avoir des informations sur l'organisation de la matière. Et après, on passe des mois à essayer de comprendre les courbes qu'on a obtenues. Et donc ça, c'est une expérience singulière hein, quand on est physicien, parce que ça change beaucoup. Il y a des moments où vous vous réveillez au milieu de la nuit pour aller changer les échantillons qui sont irradiés par la matière. Donc vous êtes vraiment dans une situation... alors, c'est pas Tchernobyl, puisque ça ne présente aucun danger a priori, mais à 2 heures du matin, quand vous allez chercher votre dosimètre, vous mettez votre dosimètre, vous voyez votre dosimètre, c'est bon, j'ai pas été irradié, vous mettez vos mains dans des capteurs qui vérifient que vous n'avez pas touché de matière nucléaire, vous avez partout des grands signes lumineux qui disent attention, ne rien manger, attention, faire attention aux objets, ne pas toucher. C'est quand même une expérience qui est très très intéressante. Et puis, comme sur un réacteur nucléaire, comme ceci, ce n'est pas un réacteur nucléaire de très grosse taille, vous avez des moments, des choses que j'ai envie de partager avec vous, qui est le moment où vous êtes en pause, donc vous êtes sur un escalier, parce qu'il est 2 heures du matin, et vous êtes fatigué, vous êtes comme ça, et vous attendez que votre manip soit terminée, et là vous voyez un monsieur de la sécurité nucléaire qui passe avec un compteur Gégère, il dit « Vous voulez pas vous décaler d'1 mètre ? Parce que là, ça crache un peu trop. » Et donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment des expériences à vivre. Vous faites ça nuit et jour avec des doctorants, et c'est vraiment une manière très différente de la manière quotidienne avec laquelle je fais de la physique. Alors, une autre question qui m'intéresse, et qui est une question très actuelle de la recherche, c'est la question du glissement des liquides aux interfaces. En fait, quand on regarde un liquide qui coule sur une surface solide, quand on apprend la mécanique des fluides en première année d'université, quand on est un jeune physicien, on apprend que le liquide coule, évidemment, mais que les molécules qui sont juste à la frontière entre le liquide et les solides, elles adhèrent sur le solide et elles ne se déplacent pas. Ça s'appelle la condition de vitesse nulle à la paroi, et ça, c'est écrit dans tous les livres d'hydrodynamique. La condition de vitesse nulle à la paroi. En fait, quand les lois de la mécanique des fluides ont été établies, le monsieur qui les a établies, enfin, il y a 2 noms très célèbres pour l'établissement des lois de la mécanique des fluides, qui sont monsieur Navier et monsieur Stokes, qui ont fait l'équation de Navier-Stokes. Quand ils ont écrit les lois de la mécanique des fluides, ils ont dit ça pourrait ne pas être vrai. Et en fait, cette loi-là, cette loi de vitesse nulle à la paroi, il n'y a aucune raison profonde en physique qui dit que ça devrait être vrai. Alors, les physiciens, au début des années 2000, se sont dit, il y a peut-être quelque chose à creuser, on peut peut-être mesurer une vitesse des particules à la paroi qui serait non nulle. Et ils ont effectivement mesuré que ce n'était pas totalement le cas, les molécules glissent un tout petit peu. Le problème, c'est qu'ils ont aussi essayé de faire des simulations numériques, donc ils n'ont pas essayé, ils ont fait des simulations numériques, et actuellement, ce que disent les simulations numériques, c'est que oui, ça glisse,
mais ça devrait glisser 100 fois moins que ce que montrent les expériences. Et pour le moment, on ne sait pas concilier les expériences et la théorie. Et ça, c'est très embêtant parce que une des questions très importantes qui est liée à cette question-là, c'est par exemple comment les reins fonctionnent. Il y a plein de situations dans la vie où on essaye de faire passer des liquides dans des tout petits canaux, et si les liquides glissaient plus que ce qu'on pense qu'ils glissent, alors ça changerait notre vision des choses. Et donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant à étudier. Alors, une dernière question pour vous montrer comment naissent les questions pour un physicien. Une dernière question dont j'avais envie de vous parler, c'est une question liée au frottement solide. Et ça, c'est une expérience que vous pourrez faire chez vous ce soir. Si vous prenez 2 livres, alors, ou 2 annuaires, alors moi ici c'est une biographie de Pierre Curie et un livre sur l'invention des sciences modernes par Isabelle Steigers. Donc si vous prenez 2 livres et que vous les mélangez page par page, si vous n'êtes pas fait pas ça page par page, c'est pas très grave, sans les coller et que vous essayez de les séparer, c'est totalement impossible. Et en fait, il se trouve que j'étais invité dans une émission de télévision où on m'a montré cette expérience-là que je ne connaissais pas, et on m'a dit « Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?» Et en fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, c'est-à-dire que je me doute que les frottements jouent un rôle important dans cette expérience-là. Je suis un spécialiste des frottements, donc je me doutais que ça joue un rôle. Mais moi, comme physicien, comprendre les choses, c'était capable de dire « Mais si je multiplie le nombre de pages par 2, est-ce que la force va être multipliée par 2 ? Par 4, par 8. Est-ce que ça dépend de la nature du papier? Est-ce que ça dépend de la manière avec laquelle j'intercale les papiers? Et ça, je ne le savais pas, et il n'y avait aucune explication dans la littérature sur cette question-là. Donc on a passé 1 an à essayer de comprendre pourquoi pourquoi 2 livres entremêlés ne se séparent pas. Et maintenant, on a un modèle mathématique qui prévoit exactement la force maximum avec laquelle ces 2 livres vont résister. Et on a construit un nombre sans dimension, ça c'est un truc de physicien, de construire un nombre sans dimension, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une longueur, pas une masse, pas une vitesse. Un nombre sans dimension, donc c'est un nombre qui ne dépend pas de nos choix de système d'unité essentiellement, qu'on a appelé le nombre d'Hercule, et le nombre d'Hercule permet de prévoir quantitativement la manière avec laquelle 2 livres comme ceci sont collés. Alors, allez, une dernière question qui m'a intéressé et qui va faire la transition. Ça, c'était une des premières questions qui m'a intéressé quand j'étais jeune chercheur. J'étais juste en postdoc, c'est-à-dire que je venais de terminer ma thèse. Et la question que l'on s'est posée, c'est la question suivante. On prend un récipient qui contient de l'huile et on prend la bouteille d'huile, d'accord? On prend un bol d'huile et une bouteille d'huile et on regarde ce qui se passe suivant la hauteur avec laquelle on verse l'huile. Et en fait, les 3 photographies que vous avez, c'est la forme du ménisque en fonction de la vitesse, en fonction de la hauteur avec laquelle on verse l'huile. Donc, à gauche, si on verse l'huile de pas loin, c'est-à-dire si l'huile arrive avec une faible vitesse, on a un ménisque gentil qui est très stable. Et puis ici, à droite, on a levé la bouteille, l'huile arrive avec une plus grande vitesse, et l'huile perce l'huile. Et en perçant l'huile, elle entraîne des bulles d'air à l'intérieur du liquide. Et ce qu'on a montré, c'est que dans ce processus de rupture du liquide, ce qui est important, c'est l'air qui est au-dessus. On pensait initialement que l'air n'avait aucun rôle, mais c'est la pression de l'air dans le petit ménisque que vous avez à gauche qui vient casser le liquide et qui vient permettre l'entraînement de liquide dans l'air. Donc cette question d'un film d'air, ça a été la transition pour moi vers une autre question qui est la question des films de savon, qui est la situation exactement symétrique de la situation qui est représentée là. Et donc ça fait maintenant 20 ans que je m'intéresse à la question des films de savon. Alors, les films de savon, on va les aborder aujourd'hui sous un angle qui est la vie et la mort des bulles de savon. On va parler de leur forme, on va parler de géométrie, on va parler un peu de maths. Et on va essayer de comprendre pourquoi les films de savon sont des objets aussi fascinants. Alors, je suis sûr que vous conviendrez comme moi que ces objets-là méritent qu'on y consacre 20 ans de sa vie.
Et donc, on va discuter ensemble, pourquoi ça fait ça, pourquoi c'est coloré, pourquoi ça se casse, pourquoi des fois ça marche pas, et surtout on va répondre ensemble à la question, une question qui est très importante, c'est quand on achète ce liquide à bulles là, et qu'on a fini le tube, et qu'on essaye de le refaire, ça ne marche jamais. Et ça, si on fait ça avec des enfants, c'est le drame. Donc, ça c'est une deuxième raison pour s'intéresser à cette question-là, on n'a pas envie de faire des drames avec les enfants. L'ingrédient essentiel pour comprendre pourquoi tiennent les films de savon, ou quelle est la forme des objets savonneux d'une manière générale, quelle est la forme des gouttes, c'est une chose qui s'appelle la tension de surface. Donc la tension de surface, ça va être le mot que je vais répéter sans arrêt dans la suite de cet exposé. Et la tension de surface, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lié au caractère social des molécules à l'intérieur d'une phase liquide. En fait, pour que les liquides existent, il faut qu'il existe des forces d'attraction entre les différentes molécules à l'intérieur du liquide. S'il n'y avait pas de force d'attraction, il n'y aurait pas de liquide. Et donc, si vous avez une molécule à l'intérieur du liquide, elle est liée par des interactions attractives à toutes les molécules qui sont autour, et elle est globalement très satisfaite. Si maintenant on met une molécule à la surface, bien, les molécules dans un liquide, alors excusez l'image un peu anthropocentrique, mais les molécules étant un animal social, elles ont moins de copains, moins de voisines, et comme elles ont moins de voisines, alors ça coûte de l'énergie de les mettre sur le bord. C'est exactement pareil que dans cet amphi, vous voyez, il y a une espèce de zone qui est, vous avez envie d'être ensemble, ceux qui sont au premier rang, c'est quand même les places un peu pourries. Hein. Et donc, ça coûte un peu de venir se mettre là. Eh bien, pour les molécules, c'est exactement la même chose. Être à la surface, être sur le bord, ça coûte de l'énergie. Et l'existence de ce coût en énergie de surface, on peut le voir dans l'expérience suivante. Alors ça, j'ai pas testé. Si. Donc ici, vous avez un cadre en plastique qui sort d'une solution d'eau savonneuse. Vous avez une tige ici. Donc vous avez un film de savon qui se déplace, qui est sur l'ensemble du film, et on perce d'un côté. Et quand on perce d'un côté, on voit qu'il y a une force qui entraîne la tige de la droite vers la gauche. Et cette force, elle est liée au fait qu'il y a un grand nombre de molécules ici, de ce côté-là, qui étaient à la surface, qui sont donc insatisfaites. Ça coûte de l'énergie de les avoir à la surface. Comme maintenant, comme on a cassé d'un côté, elles peuvent tirer toutes les voisines pour ramener le liquide. Ça déplace la tige d'un côté. Donc une autre manière de voir cette énergie de surface, c'est le fait que ça coûte de mettre des molécules à l'interface, c'est de se dire qu'une interface liquide, elle est sous tension, comme une membrane élastique, et c'est exactement pour ça qu'on appelle ça la tension de surface. À la surface, il y a une force de tension. Alors, on peut le voir sur ce schéma-là, donc je vais le passer, mais c'est exactement ce qu'on vient de voir. Alors, une question qu'on a vue tout de suite quand on a commencé à jouer, à faire des bulles ensemble, c'est qu'elle casse. Je me lasse pas. Alors quand je suis en forme, j'arrive à les récupérer. Voilà. Et donc, elle casse Et si on regarde ça à une caméra rapide, donc ici vous avez une caméra qui va à 30 000 images par seconde. Donc pour ceux qui ont des iPhones et qui ont essayé de faire du stop motion, le stop motion avec un iPhone c'est 240 images par seconde. Hein. Donc là c'est quand même 100 fois plus rapide. Et si vous regardez une bulle de savon qui éclate en ralenti, vous voyez que ça prend quelques secondes, ça veut dire que ça va très vite, une bulle de savon qui casse. Et ça a été une question pour les physiciens de savoir à quelle vitesse ça va.
Mon objectif, c'est de vous convaincre que les physiciens se posent des questions amusantes. Intéressantes, du moins. Et alors, ils ont fait l'expérience proprement. Alors, les premières expériences, c'est les années 60. Donc, dans les années 60, on n'a pas de caméras rapides qui vont à 30 000 images par seconde. Donc, c'est un peu délicat de faire ces mesures. Mais néanmoins, les expériences ont été faites. Et là, je vous mets des données pour vous montrer que c'est une question encore d'actualité d'une thèse qui a été soutenue en 2018. Et donc, l'expérience est la suivante. Les gens font une bulle de savon, ils la percent en haut et ils regardent le trou s'ouvrir, c'est-à-dire le rayon en fonction du temps. Quand on regarde le rayon en fonction du temps, on voit la droite qui est la figure du milieu. Et si le rayon est en fonction du temps, c'est une droite, ça veut dire que la vitesse d'ouverture du trou est une constante. Ça, c'est pas du tout évident que la vitesse du trou va être une constante parce que on comprend assez naturellement qu'il y a une force qui vient tirer sur le trou, qui est la force de tension de surface. Et cette force, elle est constante à l'interface d'un liquide. Et donc, on sait qu'un objet qui est soumis à une force constante, normalement, il devrait que accélérer. Et là, ça n'accélère pas. Et ça, les gens ont mis du temps à comprendre pourquoi la vitesse du film de savon était constante. Et ça n'accélère pas parce que ça va tellement vite, l'ouverture d'un film de savon, que quand le film de savon s'ouvre, il fabrique un petit bourrelet. Et ce petit bourrelet collecte progressivement le liquide du trou à l'intérieur. Et c'est ce petit bourrelet qui est entraîné par une force constante, mais plus ça va, plus il est lourd. Et plus ça va, donc plus il est difficile à déplacer. Et donc vous avez une exacte compensation entre cette force qui tendrait à faire accélérer indéfiniment le trou et cet objet qui fait que la vitesse reste constante. Et donc la vitesse, typiquement d'un film de savon, elle est de l'ordre de 4 mètres par seconde. Et elle dépend de quoi ? Elle dépend de la tension de surface, donc cette quantité qu'on a définie au début, là, et puis elle dépend de la masse volumique du fluide. On comprend, puisque c'est l'inertie qui empêche le fluide de s'avancer. La viscosité n'a rien à faire dans cette affaire-là, et elle dépend de l'épaisseur du film. Plus le film est fin, plus le trou va s'ouvrir vite. Alors, je vous ai promis de répondre à la question de qu'est-ce qu'il faut mettre dans un liquide pour réussir à faire décemment des bulles. Alors, les ingrédients que nous utilisons dans l'équipe et sur lesquels nous avons travaillé, c'est un liquide vaisselle un peu particulier qui s'appelle le Ferry, qui est un liquide vaisselle qui est vendu par Procter & Gamble, un lubrifiant vétérinaire dont je définirai l'utilisation plus tard. En général, on met de la glycérine, aujourd'hui je n'en ai pas mis, et puis de l'eau, et moi j'ai pris de l'eau du robinet. L'élément essentiel, vous l'avez compris, c'est le liquide vaisselle. Ça, vous savez tous que sans liquide vaisselle, on ne va pas s'en sortir, donc il faut quelque chose pour faire le liquide vaisselle. Alors, qu'est-ce que c'est que le liquide vaisselle ? Le liquide vaisselle, c'est un savon, et le propre des molécules de savon, c'est d'avoir deux parties. Pas de souci. Le propre des molécules de liquide vaisselle, c'est d'avoir deux parties. Une tête hydrophile qui aime l'eau et puis une queue hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Et donc les molécules de savon, comme elles ont une partie, elles sont un peu Janus, quoi. Elles ont une partie qui aime l'eau et une partie qui n'aime pas l'eau. Elles se mettent préférentiellement à l'interface. Comme ça, à l'interface, elles arrivent à satisfaire les deux parties, hydrophiles et hydrophobes. Alors vous en avez aussi dans les films de savon. En fait, en mettant des molécules de savon à la surface du liquide, plus vous en mettez, plus vous réussissez à abaisser la tension de surface. Donc plus vous réussissez à abaisser le coût qu'il y a à fabriquer des surfaces. Ça tombe bien parce que faire une bulle, c'est fabriquer plein de surfaces. Donc on voit bien que abaisser le coût des interfaces, c'est extrêmement important. Mais si je m'arrête là dans l'explication, je vous donne que la moitié de l'explication, et c'est pourtant là que la plupart des gens s'arrêtent. Ça ne suffit pas. Il faut quelque chose d'autre pour que les bulles de savon existent. Il faut que la tension superficielle puisse varier un peu. Il faut que la tension superficielle puisse varier un peu parce que si la tension superficielle peut varier un peu, alors il peut se passer des choses comme ça. Si vous avez une surface comme ceci, et à un moment donné, vous avez une espèce de fluctuation d'épaisseur qui fait qu'au centre, vous n'avez plus assez de savon parce que vous avez tiré un coup. Vous avez soufflé, le truc veut se casser. Si vous avez ça,
alors à l'endroit où vous avez soufflé, vous avez moins de molécules de savon et donc la force de tension de surface devient plus grande que là où vous n'aviez pas ciré. Et si la force de tension de surface devient plus grande là où vous avez soufflé, alors il va avoir cette force de tension de surface qui va ramener les molécules du bord vers le centre et qui va cicatriser les interfaces. Donc pour que les savons, pour que les savons soient efficaces, il faut à la fois que ça abaisse cette tension de surface, mais en même temps qu'il y ait cette possibilité d'avoir ce qui s'appelle cette élasticité de surface qui est liée à l'existence d'endroits où les tensions de surface peuvent être grandes et d'endroits où la tension de surface peut ne pas être grande. Et donc ça c'est extrêmement important parce que on a regardé, par exemple, le temps de vie d'une bulle. Donc on a fabriqué des bulles et on a pris un chronomètre et on a regardé combien de temps il fallait pour que la bulle éclate. Donc là, vous avez le temps de vie en fonction de la quantité de liquide vaisselle qu'on a mis. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez une magnifique courbe décroissante qui est que si vous mettez trop de liquide vaisselle, ce qu'on a tendance à faire, si vous mettez trop de liquide vaisselle, alors les bulles éclatent très vite. Et pourquoi elles éclatent très vite ? On s'est dit l'ingrédient tout à l'heure. Pour que les bulles tiennent, il faut qu'il y ait possibilité de gradient de tension de surface. Et s'il y a trop de savon, les savons vont venir tout de suite à l'interface re-remplir la surface et il n'y aura plus du tout d'élasticité. Donc pas trop de savon. Alors il y a un autre effet intéressant du savon qui est le nombre de bulles qu'on fabrique. Alors le nombre de bulles qu'on fabrique, il augmente légèrement avec la quantité de savon. Donc vous voyez, ça commence à devenir compliqué. Il ne faut pas en mettre trop, sinon les bulles éclatent vite, mais si on n'en met pas assez, on ne fait quasiment pas de bulles. Réciproquement, une autre question, c'était, on a mesuré la probabilité d'échec. Donc on a fait vraiment une expérience, là c'était une vraie expérience de coin de table. On avait un truc à bulles, comme ceci. On avait un souffleur automatique, parce que quand même on est des gens sérieux, et donc on essaye de faire les choses de manière reproductible, et on mesurait le nombre de fois où ça ratait. Et le nombre de fois où ça ratait, vous voyez que si on ne met pas beaucoup de savon, ça rate fort, et si on met beaucoup de savon, ça rate moins fort. Donc à nouveau, il y a cette idée de compromis. Alors il faut mettre du savon, il ne faut pas en mettre trop, mais je vous ai dit qu'on mettait aussi une autre molécule, et l'autre molécule qu'on met, c'est ce lubrifiant vétérinaire. Alors le lubrifiant vétérinaire, c'est essentiellement du sucre, qui n'a à peu près aucun intérêt pour nous dans notre expérience sur les bulles, mais c'est une longue molécule de polyoxyéthylène. Et encore plus longue que celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le fait d'utiliser des longues molécules de polyéthylène, les molécules, comme elles sont grandes, elles s'enchevêtrent un peu comme une pelote de laine. Mais ces pelotes de laine, elles n'ont qu'une envie, c'est d'être en bordel. Et donc si on essaye de tirer dessus fort, elles ont tendance à avoir une espèce d'élasticité qui les ramène à leur situation initiale. Elles agissent comme des petits ressorts. Et ici, vous voyez ce qui se passe quand on essaye de détacher une goutte d'une solution d'eau dans laquelle on a rajouté ces longues molécules. Quand on rajoute des longues molécules dans de l'eau, plutôt que d'avoir une goutte qui se rompt très rapidement, comme on a l'habitude de voir des gouttes se casser dans les publicités, par exemple, la goutte, elle se casse en faisant un long filament, puisque cette élasticité de surface permet de stabiliser les interfaces. Et là, dans les films de savon qui nous intéressent, c'est extrêmement important. Donc voilà le deuxième ingrédient important, si on veut que ça marche, c'est ces longues chaînes de molécules qui agissent comme des petits ressorts. Alors, le troisième ingrédient que je n'ai pas utilisé parce que j'en avais plus, et que je mets pas toujours, et que les gens qui font des bulles dans la rue mettent pas systématiquement, parce que ça coûte assez cher, c'est de la glycérine. En fait, la glycérine, ça c'est aussi quelque chose que vous trouverez sur Internet. Les gens disent qu'il faut mettre de la glycérine dans les recettes de bulles de savon parce que ça va viscosifier les solutions. En fait, c'est pas vrai. Essentiellement, ça va viscosifier un peu, mais beaucoup moins que le gélube. Ce que fait le glycérol, c'est que le glycérol, c'est une molécule qui est hygroscopique. Alors hygroscopique, c'est un mot un peu barbare pour dire que le glycérol, compte tenu de sa structure chimique, attire beaucoup les molécules d'eau. Et comme il attire beaucoup les molécules d'eau, ça a comme conséquence le fait que, par exemple, quand on prend une bouteille de glycérol et qu'on la garde pendant 1 mois au laboratoire,
Le glycérol, c'est un liquide très visqueux. Ben, si vous le gardez pendant un mois, il est beaucoup moins visqueux parce qu'il aura pris l'humidité de l'air et sa viscosité est très sensible à des toutes petites quantités d'eau à l'intérieur. Mais si c'est une molécule qui attire l'eau, ça a une conséquence très importante, c'est que un des mécanismes qui tue les bulles de savon, dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'évaporation. Ici, dans cet amphi, là, en plein hiver, l'air est très sec à cause du chauffage, et comme l'air est très sec, l'épaisseur de liquide des films de savon diminue au cours du temps, et quand ça devient suffisamment faible, à un moment donné, il y a un endroit où ça va casser. Donc c'est important. L'évaporation, c'est la cause majeure de la mort des films de savon. Et si on rajoute du glycérol, comme le glycérol pompe l'humidité, empêche l'humidité de partir, alors les bulles de savon durent beaucoup plus longtemps. Ici, vous avez des collègues, donc ça c'est un article scientifique de 2022, publié dans une revue très sérieuse, Physical Review Fluids, de collègues de l'Université de Lille, qui ont fabriqué des bulles de savon, alors en utilisant pas de savon, mais ils utilisaient pour stabiliser leur film des petits morceaux de plastique. Mais ce qu'ils ont montré, c'est que en mettant la bonne quantité de glycérol à l'intérieur de leurs bulles, ils arrivaient à garder les bulles pendant 9 mois. Parce que ainsi, ils tuaient complètement l'évaporation. Et si vous regardez, ils ont pesé leurs bulles en fonction du temps pour différentes quantités de glycérol. Je vous épargne la lecture de ce graphique, mais il montre que suivant les quantités de glycérol, ils peuvent avoir une masse qui décroît au cours du temps, ce qui est la situation normale si on ne met pas de glycérol, mais ils peuvent même avoir des bulles dont la masse augmente au cours du temps, et si la masse augmente au cours du temps, et ben là on ne meurt pas. Contrairement à nous. Voilà. Et alors, cette histoire de recettes de bulles, c'est une histoire amusante parce que, en fait, on l'a publiée dans une revue scientifique très sérieuse parce que on voulait rationaliser, donner des arguments aux recettes qu'on trouve sur Internet, que les artistes publient pour dire moi je fais cette recette-là. Et en discutant avec eux, on voyait que les explications n'étaient pas toujours claires entre les différentes personnes. Et donc on s'est dit essayons de mettre un peu de rationalité là-dedans. Une autre chose dont je voulais vous parler, qui est assez symptomatique de la vie des bulles, c'est la pression de la place. Alors la pression de la place, elle est à nouveau liée à la tension de surface, elle est liée à l'idée que si vous avez un film de savon que vous fabriquez comme ceci, donc il est sous tension, c'est comme un ballon de baudruche. Si on veut déformer cette membrane élastique, il faut souffler. Et souffler, en langage de physicien, ça veut dire appliquer une pression plus grande d'un côté que de l'autre. Et ce qu'a montré Laplace, c'est que la pression à l'intérieur d'une bulle, maintenant, quand elle est fermée, elle dépend du rayon de cette bulle. Et elle est d'autant plus grande que la bulle est petite. Alors cette loi de Laplace, que j'écris sous cette forme-là, c'est une loi que vous pouvez tout à fait, qu'on peut voir facilement en prenant deux cercles de rayons différents. Ici, j'ai un petit cercle, ici, j'ai un grand cercle, et vous voyez que si je prends un petit cercle, c'est-à-dire un cercle qui va faire des petites bulles, et que je me déplace, c'est pas très facile de déformer l'interface. Par contre, parce qu'il faut une grosse pression pour fabriquer des petites bulles. Avec un grand cercle, à la même vitesse, comme il faut une petite pression pour fabriquer des grosses bulles, c'est beaucoup plus facile de fabriquer ces bulles. Ça, c'est exactement ce que nous dit cette équation-là. C'est une manière un peu pédante de dire ce qu'on vient de voir. Alors, quelles conséquences ça a, cette pression de Laplace dans la vie de tous les jours ? Ça a une conséquence qui est le vieillissement des mousses. En fait, ici, vous avez une mousse à 2 dimensions. Donc, c'est des bulles mises entre 2 plaques de verre. C'est des expériences de ma collègue Emmanuelle Rio. Et si vous regardez cette mousse au cours du temps, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'au fur et à mesure du temps qui passe, les bulles deviennent de plus en plus grosses. Et si je vous repasse le film depuis le début,
Donc c'est un film en accéléré, ce sont des expériences qui durent un certain temps. Alors si vous voyez les petites bulles, vous voyez les petites bulles qui disparaissent et les grosses bulles qui grossissent. Donc on voit là que les petites bulles se vident dans les grosses. Alors ça c'est catastrophique pour une mousse, hein, puisque au début vous aviez une belle mousse bien blanche, bien solide, avec plein de petites bulles qui tiennent bien parce que la pression à l'intérieur est grande. Et puis finalement toutes les petites bulles disparaissent et à la fin il ne reste plus que des grosses bulles. Et ça devient extrêmement fragile. Donc c'est comme ça que meurent les mousses, pardon. Et ça, c'est un truc que l'industrie utilise. Si vous regardez deux mousses de bière, par exemple, l'Heineken et la Guinness, par exemple, qui sont deux bières qui moussent particulièrement bien, mais la Guinness mousse beaucoup mieux que l'Heineken. Alors, quand vous prenez une bière, la mousse disparaît pour la raison qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire les petites bulles se vident dans les grosses, à la fin, il n'y a plus qu'une grosse ou quelques grosses, et là, la mousse a disparu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la Guinness pour que la mousse tienne plus longtemps? Et ben, comment les petites bulles se vident dans les grosses? Les petites bulles se vident dans les grosses parce que le gaz passe à travers les membranes de liquide, à travers les films de liquide entre les bulles. Donc il faudrait trouver un moyen d'empêcher le gaz de passer des petites bulles aux grosses bulles. Alors on ne fait pas de la chimie du liquide chez Guinness, on fait de la chimie du gaz. Et l'invention de la Guinness, ça a été de remplacer le dioxyde de carbone, qui est le gaz normal qui vient de la fermentation dans les bières, par du diazote. L'azote est un gaz qui est beaucoup moins soluble dans le liquide que le dioxyde de carbone. Et comme le passage du gaz se fait de manière beaucoup moins facile, alors la mousse tient beaucoup plus longtemps. Et donc là, il y a eu un challenge pendant très longtemps. Alors c'est facile quand vous avez une tireuse à bière, il suffit d'avoir une bouteille d'azote cachée sous votre bar, mais à la maison, c'est plus difficile. Donc il y a eu tout un challenge industriel pendant des années d'être capable de faire des canettes de Guinness avec une bière qui est la même qualité. Donc comment on réussit à mettre le diazote dans les canettes de bière? Alors, une chose qui est importante, qui intéresse les physiciens, c'est la forme. Et je pense que ça intéresse aussi les artistes. Donc, ce qu'on voit, c'est quoi? Depuis le début, ce qu'on voit, c'est que les petites bulles sont très sphériques. Les grosses bulles, un peu moins. C'est-à-dire que comme elles agissent comme des ballons gonflés, comme la pression à l'intérieur est moins grande, elles sont comme un ballon pas très gonflé, la pression les tend pas beaucoup. Et on pourrait essayer de faire une très grande bulle. Donc là, après je pars en courant parce que je ne suis pas sûr que les appariteurs de la Sorbonne apprécient particulièrement cette dernière expérience. Donc si on essaye ensemble de fabriquer... Je vais me mettre là. Ouais. Déjà que je ne suis pas très doué. Et en plus, j'ai pas beaucoup de recul. Je voudrais quand même en faire une. Donc vous voyez que si vous faites des traits, je ne vais pas en faire plus parce que quand même le parquet historique de la Sorbonne ne doit pas beaucoup aimer le savon. Si on essaye de faire des très grosses bulles, alors là on voit que la pression étant toute petite, elle se comporte vraiment comme des objets très mous et extrêmement déformables. Mais au fond, elle se déforme parce qu'il y a l'air ambiant qui agit sur elles et qui les empêche de prendre leur forme d'équilibre, qui serait une forme parfaitement sphérique. Alors, j'ai un collègue sérieux, professeur à l'école polytechnique, qui s'est dit « Oui, mais si on fait une expérience au calme, sans air, est-ce que les grosses bulles sont vraiment sphériques ?» Donc, il est professeur à l'école polytechnique, il a publié ça dans une des
revues scientifiques les plus prestigieuses, les Proceedings de l'Académie des sciences des États-Unis. Il a vu avec l'administration comment on fait pour acheter une piscine sur des crédits de recherche sans que ça paraisse absolument scandaleux. Et il a donc acheté une piscine et il a fait des grosses bulles. Et il a mesuré la hauteur des bulles en fonction du rayon. Alors, ce que dit la courbe, c'est que si les points, qui sont des mesures, étaient sur les traits pointillés, ça veut dire que la hauteur serait égale au rayon, et donc les bulles seraient parfaitement sphériques. Et vous voyez que ce n'est pas le cas, ça veut dire que les grosses bulles ne sont pas parfaitement sphériques. Et pourquoi elles ne sont pas parfaitement sphériques ? Elles ne sont pas parfaitement sphériques parce qu'il faut tenir compte du fait que la petite pellicule de liquide des bulles, elle a quand même un poids. Elle est toute mince, mais elle a quand même un poids. Donc elle vient appuyer sur les bulles de liquide, et donc le modèle qui correspond à la courbe rouge qui passe au milieu des données expérimentales, c'est la correction de la forme d'une bulle en tenant compte du poids de la petite pellicule de liquide. Alors comme les choses sont reliées, comment ils ont mesuré l'épaisseur de la pellicule de liquide des bulles de savon dans cette expérience ? Eh bien, ils les ont fait éclater. Puisqu'on a dit que si on connaît la vitesse d'éclatement d'une bulle de savon, c'est relié à son épaisseur, il suffisait de regarder la bulle éclater pour mesurer l'épaisseur dans ces films de savon. Alors quand les bulles sont seules, les bulles sont rondes ou assez rondes. Quand on regarde une bulle dans une mousse, c'est-à-dire quand elle est entourée de plein de voisins, là, on a quelque chose qui est complètement différent. On a des objets qui sont complètement géométriques. On a d'abord des films de savon qui sont plans, et ces films de savon, ils se relient avec des angles qui sont bien déterminés. Et puis, on a des objets qui sont plus du tout ronds. Et pour comprendre la forme de ces bulles de savon, il faut revenir à des problèmes de mathématiques qui ont été étudiés au XVIIIe siècle par Jakob Steiner. Et Jakob Steiner, il ne travaillait pas du tout sur les bulles de savon, il travaillait sur des problèmes d'optimisation au moment où commençait, alors c'est plutôt fin du 18e, 19e, où commençaient à se développer les premiers reroutes, les premiers chemins de fer. Et la question qui se pose, c'est par exemple, si vous voulez construire une route qui relie Paris, Lyon, Toulouse et Nantes, et que vous voulez économiser des voies de chemin de fer, qu'est-ce que vous faites pour minimiser la longueur de kilomètres des voies de chemin de fer? Alors vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc vous pouvez faire un rond là qui relie de manière circulaire les 4 villes. Évidemment, si vous êtes en France, vous ne faites pas ça, vous faites que des routes qui passent par Paris et ça finit par fonctionner. On aurait pu tenter autre chose, qui était de se dire, ben non, ça a l'air pas optimum. On aurait pu faire se croiser toutes les routes au centre de la France. Alors par exemple à Vichy, mais ça c'est pas non plus une très bonne idée de mettre la capitale de la France à Vichy. Et en fait, ce que disent les mathématiques, c'est qu'il ne faut pas faire ça du tout. Enfin, ce qu'il faut faire, c'est faire cette forme très particulière qui est de faire des voies qui se rencontrent 3 par 3 à 120 degrés. Et si vous faites des voies qui se rencontrent 3 par 3 à 120 degrés, vous avez vraiment minimisé la surface. Alors on peut le montrer mathématiquement, c'est absolument difficile. Et là, vous voyez qu'on passe de 1324 km à 1070 km. Alors évidemment, vous allez dire, là on gagne 34 km, c'est pas foufou, mais quand même, significativement, il y a une différence de longueur. Et cette différence de longueur, liée à ces angles de 120 degrés, c'est exactement ce que vous voyez à l'intérieur d'une mousse. Quand vous voyez les mousses vues en gros plan que je vous ai montré tout à l'heure, ce que vous voyez, c'est que les films de savon, ils se rencontrent aussi à 120 degrés, exactement comme dans le problème de Steiner. Et ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut faire, partant de ça, il y a un challenge qui est souvent posé aux physiciens, qui est, mais est-ce que vous êtes capable de fabriquer des bulles cubiques? Alors, je vais essayer de faire ça. Donc, l'idée étant de partir d'un cube. Enfin, je vais naturellement, c'est ça que je vais essayer. Et évidemment, mon truc est trop petit. Je le sentais que c'était trop petit. Donc, j'en ai un plus petit. J'ai un petit cube, normalement. Ah, merci. Le petit cube, ça va mieux marcher.
Donc je prends un petit cube, et donc la première chose, c'est si je le trempe. Alors là, il n'y a pas du liquide sur toutes les faces, donc je recommence. Alors qu'est-ce que je vois là? Je vois qu'il y a de la mousse, donc c'est moche. Je recommence. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est moche. C'est moche parce qu'il n'y a pas des films sur toutes les faces. Alors là, c'est moche aussi. Il y a une face qui n'existe pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah. Voilà, ça marche. Là, ça marchait du premier coup. Donc là, on a... On a fabriqué une bulle cubique. Vous la voyez? Alors, c'est pas... Ce que nous dit la physique, c'est que c'est pas totalement cubique. Donc on voit que les films de savon, elles vérifient les lois de Steiner. On voit que les films de savon, ils se réunissent, ils se recoupent 3 par 3 en faisant des angles de 120 degrés. Mais les lois de Steiner, elles disent aussi que les arêtes, elles se recoupent 1, 2, 3, 4 par 4 en faisant des angles de 109 degrés 28 minutes. 109 degrés 28 minutes, c'est pas 90 degrés. Donc c'est pas un vrai cube qu'on fabrique, c'est un cube triché. Mais c'est pas mal. Donc on y arrive. Alors normalement, là j'ai eu à la fois beaucoup de chance et pas beaucoup de chance, mais... Donc là, je voudrais essayer encore un truc. Voilà. Normalement, si on fait rien, la première chose qu'on fabrique, c'est ça que je voulais vous montrer, la première chose qu'on fabrique, c'est qu'on ne fabrique pas tout de suite le cube. La première chose qu'on fabrique, c'est la chose qu'a prévue Steiner. C'est-à-dire qu'on fabrique un petit carré avec les différentes facettes qui se rejoignent. Et ce petit carré, je peux maintenant emprisonner de l'air. Et c'est quand je le trempe une deuxième fois que j'arrive à fabriquer le cube. Alors si vous voulez, s'il y en a qui veulent le faire après, ils pourront le faire. Est-ce que j'arrive pas? Je vais quand même essayer un truc. Mais mon truc est vraiment petit. Ah si, peut-être si je mets la main dedans. Parce que c'est beau quand c'est grand. J'essaye, je vous ai bien... J'ai pas promis. Déjà, s'il y avait plus d'eau. Alors. Est-ce qu'on y arrive? On s'enhardit, mais... Là, déjà, on voit ce que je vous ai promis tout à l'heure, qui est le carré. D'accord? Vous voyez le carré? Donc maintenant, est-ce que j'arrive à faire mieux que ça? Vas-y. Vas-y, avec ce cube. Donc là, on voit mieux que tout à l'heure. On voit mieux une face, deux faces, trois faces qui se rejoignent sur cette arête à 120 degrés, et une arête, deux arêtes, trois arêtes, quatre arêtes qui se rejoignent à 109 degrés. Donc 109 degrés, c'est un peu plus que 90. C'est pour ça que mon cube, il a l'air un peu d'avoir passé les fêtes de Noël, quoi. Donc voilà, donc on peut jouer sur la forme, et ça, pendant très longtemps, pendant assez longtemps, les mathématiciens ont utilisé les films de savon pour vérifier leurs prédictions théoriques.
parce que le système naturellement minimise les surfaces sans qu'on ait à le contraindre plus qu'autre chose. Alors, une autre chose. Alors, évidemment, vous n'allez pas bien voir, là, parce que la lumière n'est pas bonne pour ça, mais là, il n'y a plus de film, alors là, vous n'allez rien voir du tout. Hein. Quand même. Il y est encore ? S'il y a encore. Une autre chose qui est remarquable sur les films de savon, c'est la couleur des films de savon. C'est pour ça que c'est beau. Alors, et pourquoi il y a des couleurs ? Il y a des couleurs dans les films de savon parce que la lumière se réfléchit sur la face avant des films de savon. Or, une partie, en fait, presque tout rentre, puisque le coefficient de réflexion entre l'eau et l'air, c'est 4%, donc presque toute la lumière traverse. Une partie est réfléchie sur la face arrière, et quand les lumières se recombinent devant, il y a des interférences, et les interférences donnent des couleurs qui sont caractéristiques. Et ici, vous voyez un film de savon, vous voyez différentes couleurs qui correspondent aux différentes épaisseurs, et donc vous voyez en particulier que ici, c'est très épais parce que le liquide a drainé, donc vous ne voyez pas trop de couleurs. Ici, vous avez une zone très colorée parce que vous avez la bonne épaisseur. Donc la bonne épaisseur, c'est à peu près 500 nanomètres. C'est quand l'épaisseur du film de savon, elle correspond à la longueur d'onde de la lumière. Et puis ici, c'est tellement fin que vous n'avez plus d'interférence et le film de savon apparaît totalement noir. Alors c'est pour ça que c'est très beau, les films de savon. Et nous, on les a utilisés beaucoup au labo. On a utilisé beaucoup la propriété du fait que... on a beaucoup utilisé le fait que les films de savon étaient colorés pour faire des expériences sur les films de savon. Et la question qui nous intéressait, c'était quelle est l'épaisseur d'un film de savon quand on tire... ou l'épaisseur d'un film de savon quand on tire une plaque en dehors d'une solution d'eau savonneuse. Donc ça, c'était le travail de thèse de Lorraine Champouni. Et donc ce qu'on faisait, c'était que, en fait, on analysait la couleur de la lumière réfléchie sur ces films de liquide savonneux, et de la couleur, on en déduisait l'épaisseur entraînée. Et par exemple, ce qu'on a montré, c'est que l'épaisseur des films donc c'était des petits films qui faisaient 1 centimètre de haut, l'épaisseur des films de savon entraînés, elle dépend de la vitesse avec laquelle on tire, et ça on comprend assez bien, puisque c'est un peu comme quand on sort une cuillère du miel, quoi. Si on tire doucement, on ne va pas entraîner beaucoup de miel. Si on tire vite, on va entraîner beaucoup de miel. Donc l'épaisseur dépend de la vitesse. Mais elle dépend aussi de la tension de surface, puisque fabriquer de la surface, ça coûte de l'énergie. Et puis ça dépend de la quantité de savon, pour la raison qu'on a dit tout à l'heure. En fait, si on met trop de savon, on n'arrive pas à entraîner de films de savon. Et puis cette question des films de savon, pendant la thèse de Lorraine Champouni, elle nous obsédait un petit peu, et elle nous obsédait en disant, mais quand même, les films de savon, on faisait des films qui faisaient 2 cm, quoi. Donc 2 cm, c'est pas très impressionnant. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si on fait des grands films de savon ? Donc on a construit une manip qui faisait 2 mètres de haut, là, et qui fabrique automatiquement des films de savon. Donc on a un fil de pêche qui plonge régulièrement dans de l'eau savonneuse, qui entraîne un film de savon. Donc on a toutes ces belles couleurs, et on s'est posé plein de questions sur quelle est la hauteur maximum avec laquelle on va pouvoir tirer le film de savon avant qu'il casse, quelle est l'influence de l'humidité sur la durée de vie des films de savon, quelle est l'épaisseur des films de savon, quel est le rôle des bords dans la fabrication des films de savon. Et ce qu'on a compris, et cette idée-là montre à quel point on peut se fourvoyer quand on est un physicien, c'est qu'on a compris que la vitesse jouait pour presque rien dans le phénomène. C'est-à-dire, en bas, on va entraîner du film de savon, mais essentiellement, si on mesure le profil d'épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur en fonction de la hauteur dans le film de savon au moment où il est fabriqué, essentiellement, on peut prévoir son épaisseur en disant qu'un film de savon, c'est juste une membrane élastique qui est étirée sous l'effet de son propre poids. Donc l'idée, c'est quand on fabrique le film de savon, quand le fil de pêche sort, il fabrique un petit bout de film de savon, et ce film de savon, une fois qu'il est fabriqué, il est juste étiré. On peut complètement comprendre sa forme sans avoir à prendre en compte l'écoulement à l'intérieur du film de savon. Tout est complètement statique dans ce procédé-là. À part, il faut l'étirer. Mais sinon, l'épaisseur ne dépend pas du tout de ça. Donc,
là, vous voyez qu'il y a finalement plein de questions sur lesquelles on peut travailler sur les films de savon. Et ça m'emmène à avoir un début de conclusion partielle, mais c'est qu'une conclusion partielle, qui est pourquoi est-ce que, au-delà de l'émerveillement, on s'intéresse à ces questions de films de savon. On s'intéresse à ces questions de films de savon, d'abord, je dirais, la société nous laisse étudier les films de savon, d'abord parce qu'il y a de nombreuses applications potentielles aux films de savon. Les applications, vous les avez dans différents domaines. Vous les avez dans le domaine des cosmétiques. Alors la mousse à raser, c'est quelque chose qui est de moins en moins utilisé, donc Gillette ne va pas bien, sachez-le. Mais vous en avez dans d'autres cosmétiques, hein, puisque rajouter de l'air dans des produits, ça permet d'avoir une texture intéressante. Vous en avez beaucoup dans l'agroalimentaire. Pendant très longtemps, un des challenges intéressants pour des sociétés comme Nespresso, c'était de réussir à faire une mousse qui soit la même que celle qu'on a avec un vrai percolateur sans percolateur. Donc, en particulier, alors la solution n'est pas de mettre du savon dans le café, mais la solution qui a été trouvée par les gens qui font du café, c'est de contrôler la granulométrie, c'est-à-dire avoir des mélanges de grosses tailles de café et de petites tailles de café qui permettent de favoriser la stabilité de ces mousses. Alors, l'agroalimentaire, il finance beaucoup de recherches sur les mousses parce que, évidemment, quand vous achetez un aliment, vous achetez surtout un pot. C'est-à-dire vous achetez intellectuellement, on achète un volume. Mais pour l'industriel, ce qui est intéressant, c'est le poids. Lui, il paye le poids, mais vous achetez le volume. Donc, s'il peut vous vendre un truc qui contient plein d'air, il est extrêmement content. Donc, il donne de l'argent pour que vous réussissiez à incorporer le plus d'air possible. Mais évidemment, vous avez aussi des questions intéressantes qui sont, si vous faites des mousses d'incendie, vous avez intérêt à avoir des mousses qui à la fois sont très stables pour pouvoir étouffer l'incendie, mais mais elles ne doivent pas être stables éternellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez le nettoyer, ce truc-là. Et vous savez tous, quand vous avez de la mousse qui traîne, que ce n'est pas forcément facile à éliminer. Donc avoir des solutions pour à la fois faire des mousses restables, mais aussi des mousses qui pourraient disparaître d'un claquement de doigts, c'est aussi une question très intéressante. Et puis, moi, je vous ai parlé aujourd'hui que de mousse liquide, mais l'industrie, elle a aussi plein de mousses solides. Les mousses de polyuréthane qui sont utilisées pour l'isolation, les mousses qui servent dans les fauteuils, c'est aussi des choses qui sont très importantes. Et évidemment, pour les fabriquer, on part de mousses liquides. Donc comprendre les mousses liquides, c'est important aussi pour comprendre les mousses solides. Vous en avez aussi dans l'agroalimentaire. Là, j'ai mis cette photo-là pour tous ceux qui ont essayé de faire du pain pendant le confinement. Vous savez que faire une belle mousse, c'est pas facile, hein. Et la plupart des gens qui ont essayé faisaient essentiellement des blocs de pain avec pas trop de bulles à l'intérieur. Alors, ça, c'est un peu la raison pour laquelle je dirais qu'on me paye. Mais moi, c'est pas la raison pour laquelle je fais de la recherche. Et la raison pour laquelle je fais de la recherche, c'est plutôt ces photos-là. C'est qu'il me semble intéressant de travailler avec des gens. Donc ici, c'est l'équipe dans laquelle je travaille. C'est de former des doctorantes et des doctorants sur ces questions-là. Et là, vous avez trois doctorantes qui ont travaillé sur ces questions-là. Je vais les nommer parce qu'elles ont eu un rôle très important dans ce travail sur les mousses. Lorraine Champouni, qui a travaillé sur les petites bulles, pardon. Manon Marchand, qui s'est intéressée à une question dont je ne vous ai pas du tout parlé, qui était la question de l'entraînement d'une mousse par une surface rugueuse. En gros, la vraie question, c'était est-ce qu'on va avoir plus de mousse au chocolat si on prend une cuillère lisse ou si on prend une cuillère rugueuse? Donc voilà la question à laquelle elle essayait de répondre. Alors, elle prenait de la mousse comme ça, hein, elle ne prenait pas du tout de la mousse au chocolat, donc, mais voilà la question qui l'intéressait. Et puis vous avez Marina qui ici est enfermée dans une bulle et qui elle, s'intéressait au film de savon géant dont je vous ai montré quelques images. Donc, en continuant sur ce chemin-là, finalement, le message scientifique, je dirais dont je voulais vous parler, c'est de dire, voilà, la physique qui est derrière, c'est les mots de tension superficielle, de loi de Laplace. On a parlé du rôle des molécules tensioactives, on a parlé des rôles des polymères, et on a parlé de la couleur comme marqueur. Et avec ça, on a l'essentiel de la physique des bulles de savon pour comprendre l'essentiel des bulles de savon.
Et puis je voulais passer le dernier temps de cette conférence sur quelque chose d'autre qui est que quand même la raison profonde pour laquelle on fait ça, c'est la joie. Je veux dire, il y a de la joie à travailler avec des bulles de savon. Il y a de la joie à manipuler ces objets. Il y a de la joie à voir les objets de recherche avec lesquels on travaille. Et je crois que quand on est un physicien, on ressent exactement la même expérience de joie que les enfants qui sont sur cette photo-là. Et cette expérience-là, elle a été vue par plein d'artistes au cours du temps. Et vous savez, vous connaissez peut-être ces deux tableaux célèbres. Ici, un tableau de Manet, ici un tableau de Teilhard de Chardin, où on voit représenter des gens en train de faire des bulles. Donc il y a depuis très longtemps une espèce de connexion entre la science des bulles et les artistes. Et puis on peut pousser la manière avec laquelle on fait des bulles. Ici, je vous présente une toute petite expérience qui est un film de savon qui danse. Donc c'est une expérience que j'ai volée à ma collègue Florence Elias, mais j'ai réalisée avec mon fils pendant le confinement, puisqu'il avait des devoirs d'art plastique à faire pendant le confinement. C'est à peu près la seule chose que j'ai fait avec lui. J'ai pas fait de maths, j'ai pas fait de physique, mais j'ai fait ça. Puisque la question posée par le prof d'art plastique, c'était rendre visible l'invisible. Et mon fils, qui m'avait déjà vu présenter des conférences sur les bulles, m'a dit « Mais papa, est-ce qu'on ne pourrait pas faire danser les bulles de savon pour montrer le son avec un fil de savon ?» Voilà ce qu'on a fait ensemble. Donc ici, vous avez un film de savon à l'extrémité d'un tube. Alors, il y a du son, il n'y a pas de son ? Il n'y a pas de son. Donc l'idée, je vous repasse juste le film pour vous donner l'idée du truc. L'idée, c'est qu'on excite des modes de résonance à l'intérieur du tube et qui dépendent évidemment, on excite plus ou moins les modes suivant la fréquence du son. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on fait vibrer le film de savon ici comme une peau de tambour, et donc il se déplace en rythme avec la musique. Alors ce qui est aussi intéressant à voir du point de vue de la physique, c'est que en faisant ça, le film de savon, il avait tendance à mourir, c'est-à-dire il avait tendance à se drainer spontanément sous l'effet de la gravité, devenir de plus en plus mince. Mais comme on le fait vibrer et que ça crée des mouvements de convection à l'intérieur du film de savon, on réorganise le liquide et on arrive, en le faisant dansant, à le faire vivre beaucoup plus longtemps. Alors, vraiment, donc, il y a quelque chose de fascinant. Il y a quelque chose de fascinant dans les bulles, qui ont inspiré plein d'artistes. Ici, je vous montre aussi une autre artiste qui a fait sortir une quantité impressionnante de mousse d'un bâtiment coloré. Et vous voyez à nouveau l'émerveillement. Je rêve de voir ça. L'émerveillement qu'il y a à voir à cette grande quantité de mousse. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce qu'un jour, j'ai reçu un mail de Slash Bubble, qui est un artiste qui fait du spectacle vivant, et il nous a écrit à ma collègue Emmanuelle Rio et moi, en disant écoutez, j'ai vu sur Internet, sur la page web de votre laboratoire, que vous faites des bulles. Moi aussi, je fais des bulles. Ça serait bien qu'on se rencontre. Et ça, c'est vraiment absolument formidable. Je veux dire, à la fois le fait qu'il ait osé, enfin, il n'y avait pas de raison d'avoir peur, mais qu'il ait fait, c'était une idée absolument merveilleuse. Donc la première rencontre, ça a été chez lui, dans son atelier, où il nous a montré ce qu'il savait faire. Donc évidemment, il savait faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Il savait vraiment
jouer avec les bulles, les manipuler avec une manière tout à fait particulière. Ici, là, il fabrique une demi-boule sur une table lumineuse et puis il empile des bulles en contrôlant la quantité d'hélium qu'il met dans chaque bulle pour que la colonne de bulles tienne toute seule et qu'elle soit le plus haute possible. Donc il y a un très joli problème avec une question de physique intéressante à laquelle je n'ai pas la réponse, qui est y a-t-il une séquence de taille de bulle optimum pour monter le plus haut possible? Voilà. Je ne sais pas. Et il a dit, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Et ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on s'est dit, eh bien, on va essayer de faire une conférence. C'est la seule chose qu'on sait faire, nous. Enfin, on sait faire des manips et des conférences. Et donc, on a fait une conférence qui remettait ensemble des chercheurs et des artistes. Et donc, on a passé 2 jours ensemble à se montrer qui les numéros et qui ces manips. Alors ici, par exemple, vous voyez une artiste bulleuse et puis ma collègue Emmanuelle Rio. Et puis là, c'était un débat sur la formule optimum, le produit chimique optimum pour faire les bulles, et ce qui nous a conduit à ce travail que je vous ai présenté précédemment. En particulier, il y avait des artistes qui disaient « Ah, mais moi, je mets… » Alors, ils étaient assez d'accord sur le fait qu'il fallait mettre du ferri, du gélube et puis de l'eau. Le glycérol, il y en a qui disaient « Moi, j'en mets pas. Moi, j'en mets quand je suis dehors. Moi, j'en mets pas. » Et puis, il y en a qui disaient « Ah, mais moi, je mets aussi de la levure dedans. » Donc, ils disaient « La levure. » Et puis, il y en a qui disaient « Non, mais moi, je mets de la levure et de l'acide citrique. » Alors là, on était là. Bon. La levure, on comprend vaguement. La levure, notre vision des choses… Alors, on a fait des manips, je ne vous ai pas présenté. On a mis de la levure et on a vu que ça n'avait absolument aucun effet sur aucune des mesures qu'on a faites. La seule chose que ça change, c'est que ça change le pH. Et quand vous passez votre vie à mettre les mains dans les bulles de savon, ce n'est pas inintéressant d'adapter le pH. Mais sinon, sur la stabilité, aucun effet. Alors, levure et acide citrique, là, nous, on n'a pas essayé parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, je veux dire, pour nous, ça n'a… Les 2 effets ont sur le pH un effet antagoniste. Il y en a un qui abaisse le pH, l'autre qui élève le pH. Donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup de l'un pour compenser avec l'autre. Donc on a eu ces discussions-là. Ils nous ont dit voilà, on a des problèmes. Par exemple, ici cet artiste, il essayait de faire des expositions dans lesquelles il exposait des bulles. Et donc il essayait de construire un dispositif dans lequel, en alimentant la bulle de manière ad hoc, il arrivait à la garder le plus longtemps possible. Donc là, on a travaillé un peu avec lui pour dire, ben voilà, on peut modéliser le flux d'évaporation, et en modélisant le flux d'évaporation, on peut dire quelle est la quantité de liquide qui va apporter. Notre collègue Florence Elias, là, elle nous a montré ce qu'elle faisait sur l'interaction entre un bulle et un film de savon. Et puis, il y avait des séances de travaux pratiques à l'extérieur du laboratoire où tous ensemble, on faisait des bulles et on s'amusait bien. Alors, tout ça, ça nous a conduit à faire… Alors évidemment, il n'y a pas le son, donc je ne sais pas si ça présente un intérêt quelconque. Ça nous a conduit à faire un petit film qui nous a permis de présenter le travail qu'on a fait ensemble. Donc je vous laisserai les transparents. Donc qui montre bien… le petit film a l'avantage de montrer ce qu'on a fait. Donc on a fait des bulles. Et il y a à peu près le même… Donc c'était devant le laboratoire. Ou par rapport aux collègues qui font des ordinateurs quantiques, c'est pas toujours facile de les convaincre que l'activité de recherche dans mon équipe, c'est réellement sérieux, mais on essaye. On s'est parlé. Et une des choses qu'ont remarqué les artistes par rapport aux scientifiques, c'est que nous travaillons dans des temps extrêmement longs. On n'est pas rapide du tout. C'est-à-dire que très souvent… ils avaient des problèmes très pratiques, et nous, on disait, oui, on peut essayer d'y répondre, et ils disaient quand? On disait, peut-être dans 1 an. Non, mais plus vite? Ah non, mais nous, c'est toute question, c'est à peu près, dans 1 an. Donc voilà, donc il y avait journaliste, il y avait dessinateur, il y avait physicien, il y avait une collègue qui fait une marionnettiste. Une marionnettiste qui fait des marionnettes en mousse et qui travaille sur comment animer… voilà. Pep Bou, un des grands noms des bulles.
un groupe italo-argentin. Ici, vous avez des oscillations de mode de bulle, et puis l'interaction entre un laser et une lumière. Je vous laisse regarder. Jean-Yves Duhaut, qui est dessinateur. Et le principe de ces... on a fait deux séances de conférences comme ça qui mélangeaient des artistes et des scientifiques. C'était qu'on terminait toujours par une conférence dans laquelle on invite des lycéens et des collégiens autour de nous. Et donc depuis ce qu'on fait régulièrement, c'est refaire un nombre de voix plus petit, des conférences qui mélangent artistes. Ici, vous voyez Slash Bubble, Emmanuel et moi, et on fait régulièrement des conférences spectacles dans lesquelles on a travaillé longtemps à savoir comment on pouvait travailler, comment on pouvait occuper une scène en mélangeant des artistes et des physiciens. Au début, ça ne marchait pas du tout. Parce qu'on était les gens pénibles. C'est-à-dire que quand on voit des bulles, la première réaction, c'est pas de se demander comment ça marche. La première réaction, c'est de les regarder et d'admirer. Et donc, quand on intervenait pour expliquer quelque chose de beau, on venait casser la magie des choses. Donc, on a inversé les choses. Donc, maintenant, c'est clairement une conférence scientifique dans laquelle, dans un premier temps, notre collègue Slash Bubble a la gentillesse de se mettre en retrait, c'est-à-dire il est, dans un premier temps, à notre service. On a un peu scénarisé pour que l'interaction soit agréable. Et la fin de la conférence se termine par une vraie partie spectacle dans laquelle les scientifiques se taisent et admirent les bulles comme nous. Et quand on a la chance d'être avec Slash Bubble, on finit les spectacles comme ceci, enfermés dans une bulle. Et ça m'amène naturellement à conclure cet exposé et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup Frédéric. Je pense que cette conférence nous amènera finalement à être au contact de plus en plus avec les autres et les bulles des autres. Donc de ne pas rester forcément dans sa bulle et surtout se mettre peut-être à la portée de la science également, parce qu'elle est inspirante cette science. Je pense que cette relation art et science dont on parle souvent en art contemporain aussi, elle doit passer par ce mode expérientiel, et donc il faut venir à votre rencontre. Alors Saclay, c'est un peu loin. J'ai l'impression que quand même, là, il y a aussi une possibilité peut-être de trouver des espaces intermédiaires. Ce soir, on en a trouvé un. Je pense que les parquets, de toute façon, ils en ont vu d'autres ici. Je crois que c'était un amphithéâtre avant qui avait d'autres fonctions. C'était un amphithéâtre scientifique également. Donc je pense qu'il a apprécié le retour à la science. Voilà, alors vous avez peut-être des questions. Moi, je me demandais si, parce que là, on a vu beaucoup le spectacle en relation, excepté avant, j'ai bien aimé cette intervention, cette œuvre qui s'épanche comme ça, qui est assez incroyable et qui part à la rencontre des spectateurs qui sont finalement inclus dedans. Donc ça, c'est très dans un rapport à l'art contemporain aussi qui peut se jouer dans cette tension entre public et également un public qui est impliqué. Donc c'est de l'art participatif aussi, ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'il y a des exemples qui ont pu inspirer des sculpteurs ou sculptrices ou bien des peintres? Alors tu nous as montré Théillard de Chardin. Ouais. Est-ce qu'il y a depuis
depuis que vous développez vos recherches, dans les arts plastiques, ce type de demande également? Alors, non, pas trop. Enfin, à ma connaissance, il y a des gens... il y a des danseurs. Il y a eu des gens avec qui j'ai pas travaillé, mais il y a eu des danseurs qui ont pas mal travaillé avec la mousse, qui faisaient un peu sur l'idée de cette mousse qui envahisse, mais ils faisaient sur une scène croître une espèce de mousse qui est un peu vivante, et ils dansaient autour de cette forme en mouvement qui fait des choses absolument extraordinaires. J'avais été en contact avec un artiste qui voulait... finalement, il a fait un autre projet, mais son idée de départ, c'était d'essayer de faire quelque chose un peu à la Tinguely, c'est-à-dire animer des objets autour des mousses, fabriquer des objets automatiques qui ne soient pas juste une machine qui fait que des petites bulles, quoi. Essayer de penser autre chose, jouer sur lumière et forme. Donc il y a des gens qui travaillent, qui travaillent sur cette idée-là. On a eu des discussions avec des designers, puisque évidemment, plutôt autour des surfaces minimales, quoi, des formes, des formes que prennent les films de savon quand ils sont sur des surfaces bizarres. Moi, j'avais discuté à la fois autour de films de savon et autour de matériaux granulaires. J'avais eu un long échange qui était plutôt sur les granulaires, mais qui a un peu cette idée de fabrication de formes en utilisant les lois de la physique. Là, l'idée, c'était est-ce que je suis capable de découper une plaque comme ça et de faire tomber du sable dessus et d'avoir la forme que je veux. Et en gros, d'être dans une espèce d'économie du geste, puisque je découpe un objet 2D et la physique me fait la troisième dimension avec une forme donnée. Donc voilà. Et dans les films de savon, il y a aussi des gens qui sont venus nous voir pour ça. Et bon, je crois qu'ils ne sont pas allés au bout, mais il y a je pense qu'il y a plein de possibilités autour de ça. Alors, donc au niveau artistique, il y a des possibilités. Au niveau scientifique, on a vu qu'il y avait beaucoup de possibilités. Moi, je me posais des questions sur la conquête spatiale. Est-ce que finalement, ça pourrait à un moment donné être une des solutions pour monter très rapidement parce qu'on voit souvent dans les films de science-fiction des dômes. Le dôme est très présent. Ouais. Non, je crois. Enfin, j'ai pas d'application là-dessus à la science-fiction. Par contre, on a dans l'équipe une manip dans l'ISS, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des mousses dans la Station spatiale internationale. Et la question, c'était d'étudier la stabilité des mousses quand elles ont beaucoup de liquide. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe quand on est sur Terre, c'est que très vite, la mousse s'assèche, le liquide tombe, et on a du mal à avoir des mousses très humides. Si vous faites l'archétype de la mousse très humide, c'est le verre de coca à l'intérieur, quoi. Vous avez plein de bulles, mais les bulles, elles montent, et donc la stabilité des bulles, elle est complètement gênée, enfin affectée par le mouvement. Tandis que si vous mettez du coca dans la Station spatiale internationale, alors vous pouvez avoir un liquide bulleux avec des bulles qui sont très stables dans le temps, et regardez comment elles varient au cours du temps. Donc on avait cette manip dans l'ISS que Thomas Pesquet a cassée. C'est-à-dire que dans l'équipe, Thomas Pesquet n'est pas un héros. C'est le seul endroit en France où Thomas Pesquet n'est pas un héros. Je raconte l'anecdote parce que vraiment, la thésarde Marina, alors que tout était arrêté pendant le Covid, sa manip était en train de tourner dans l'ISS. Donc elle avait la chance d'avoir des points qui arrivaient régulièrement. Et puis, c'était presque la fin de la séquence, donc c'est pas très grave. Hein. Mais la manip s'est arrêtée. Il y avait une espèce de faux contact ou de trucs bloqués, etc. Et donc, ils ont dit... Alors, on ne parle pas directement à Thomas Pesquet, on parle à des gens qui sont en Belgique, qui parlent à Thomas Pesquet. Donc, ils ont dit, ouais, ça serait bien de taper un peu pour voir si ça ne veut pas se débloquer. Et Thomas Pesquet, le truc, c'est qu'il est un peu musclé, et donc taper un peu pour lui, c'est pas exactement la même idée que taper un peu pour moi. Et donc, il a tapé un peu, et là, la manip ne marchait plus du tout, quoi. Donc voilà notre lien avec l'espace, c'est ça, mais pas pour faire des structures. Des structures, d'accord.
mais ça peut donc influencer les designers, donc c'est assez intéressant d'après ce que tu montrais tout à l'heure. Oui, une dernière question sur la monadologie de Leibniz. J'ai pensé à finalement des liaisons avec les philosophes. Nous-mêmes, avec les artistes, on a, je pense, des mouvements comme le mouvement de l'unisme de Streminski ou des artistes aussi. On se sont intéressés à ces sphères qui s'entrelacent et pour aboutir à des formes bidimensionnelles, tridimensionnelles. Donc, ce qui fait que ces théories philosophiques peuvent à certains moments rejoindre l'expérience scientifique. Et je me demande pourquoi il n'y a pas eu plus de relations entre les philosophes et finalement les scientifiques, puisque il y a énormément je pense, de points de convergence et peut-être même de points de résolution qui pourraient être accélérés par des rencontres. Ouais, sur cette question-là, alors vraiment, mon expérience avec les philosophes, c'est que c'était encore plus difficile, enfin c'était plus difficile de leur parler que de parler aux artistes. Donc je ne sais pas comment créer les points de convergence. Ah d'accord, donc il faut que les artistes peut-être fassent le go-between. Oui, voilà, fassent le go-between. Alors, avez-vous des questions? Il est tard, je sais. Non, parce qu'en fait, c'est enregistré pour l'IHEST et ça fait vraiment une trace historique. Et là, je suis vraiment. Je vais rentrer dans l'histoire, alors c'est formidable. Donc merci pour cette intervention très intéressante et drôle. Alors on parle de l'influence de la science sur l'art, mais j'étais surpris par le nombre de créations artistiques liées à la question de la mousse ou de la bulle, très très belle d'ailleurs. Hein. Et je me pose la question, finalement, que vous ont apporté les artistes? Parce qu'ils ont une démarche de recherche expérimentale, ils travaillent par empirisme. Est-ce que cette rencontre vous a amené à réfléchir sur à la fois vos sujets de travaux et vos méthodes de travail puisque certains d'entre vous ont demandé si vous pouviez intervenir. Vous avez répondu à non, peut-être plus. Donc voilà, à la fois le sujet et la méthode. Alors les sujets, oui. Puisque par exemple, vraiment, cette manip de grands films de savon, c'était vraiment en discutant avec eux, quoi. Je veux dire, quand on leur a montré, ils ont dit non, mais ça va, des films, des trucs qui font 2 cm, c'est pas ça qu'on fait. Et nous, en fait, on a trouvé. Notre idée, c'était qu'on comprenait ce qui allait se passer quand les films étaient très grands, fabriqués en allant très vite, parce que nos films, c'était 2 cm fabriqués à 1 mm par seconde, et on est passé à 2 mètres fabriqués à 1 mètre par seconde. Et donc, on pensait qu'on avait compris le passage de petit film à grand film, et que, à part avoir une manip plus compliquée, ça changeait rien. Mais en fait, ça nous a amené on s'est dit, bon, il y aura quand même des choses à comprendre, peut-être de la turbulence, des choses comme ça. Et donc, donc, travailler avec eux, ça nous a posé des questions. Donc, ça fait vraiment faire avancer la science, quoi. Je veux dire, ça nous a permis de répondre à la question du glycérol, par exemple, qui était où les gens... on aurait pu y penser avant, mais quand même, il y avait cette espèce de préconception dans la communauté que c'était la viscosité qui faisait tout quand on mettait du glycérol, et on a vraiment montré que c'était pas ça. On a aussi montré qu'il fallait faire très attention si on essayait d'optimiser les recettes. À nouveau, un peu comme les verres de lunettes, quoi. C'est ce que je vous ai un peu raconté, quoi. C'est pas la même chose d'optimiser le nombre de bulles fabriquées que d'optimiser la probabilité de réussir à faire une bulle. Et donc ça demandait éventuellement à préciser la question avec les artistes de quoi tu as besoin. Et sans doute la recette que tu vas faire, elle dépend de ce dont tu as besoin. Je veux dire, c'est pas pareil de dire je veux faire une grosse bulle qui dure très longtemps, ou dire je veux faire plein de bulles qui apparaissent. Voilà. Donc ça a permis de faire émerger des questions. Sur les méthodes, assez peu de choses, je dirais. Pas parce qu'on est plus intelligent que les artistes, vraiment pas ça. Mais je dirais que parce que notre approche, elle ressemblait déjà beaucoup à ce que font les artistes dans leurs ateliers, quoi. Beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de travail à l'intuition, beaucoup de choses comme ça. Non, c'est juste qu'on est vraiment intrinsèquement long.
Merci beaucoup, bonsoir. Et c'était très fascinant et ça nous a beaucoup entraîné dans pas mal d'idées. Et en fait, juste un retour vers votre remarque, c'est que en fait, je pense comme l'a prouvé un peu, ou le prouve, bon, je sais pas, le ou la, l'a prouvé un peu Bachelard, l'imaginaire prime en fait. L'imagination et l'imaginaire priment à la science et même aux arts. Du coup, je pense que le fait, en fait, c'est cette comparaison que vous avez faite entre les moyens de procédure en art et en science, c'est en fait pourrait se baser sur cette primauté de l'imagination. On ressent d'abord quelque chose, on a quelque chose dans la tête qui est indéfini, et après on commence à lui donner forme, ou voilà, c'est juste les moyens qui sont différents, pardon. Je bafouille ce soir. Je voudrais vraiment savoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est la primauté de l'imagination? Je crois effectivement que l'imagination a vraiment un rôle très important, puisque à la fois, enfin, dans les deux activités qui sont l'art et je veux dire, dans l'art, le fait que l'imagination soit centrale, je pense que personne se pose la question, mais chez nous, scientifiques, cette question-là, effectivement, vous avez raison, elle est première. Elle est première parce qu'il faut imaginer une question. En fait, l'essentiel de mon rôle de chercheur aujourd'hui, qui suis un chercheur qui fait relativement peu d'expériences moi-même, c'est d'imaginer des questions et d'imaginer des expériences. Et imaginer la bonne question, imaginer la bonne expérience qui va permettre de répondre à la question, ça c'est vraiment central. Et ça se fonde, mais exactement comme l'artiste, je crois, en tout cas les artistes que j'ai rencontrés, sur l'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais déjà, qu'est-ce que j'ai déjà vu, qu'est-ce que j'ai déjà ressenti dans mon corps. Donc il y a l'expérience que j'ai. Et puis, il y a du savoir-faire, c'est-à-dire pour se lancer dans quelque chose, il y aura ça. Mais oui, l'imagination joue beaucoup. Et pour rebondir à une autre question, on avait un groupe d'étudiants, donc des étudiants de licence, qui avaient un concours de physiciens qui était sur la coalescence des bulles. Donc ils avaient une vidéo, ils devaient répondre à une question, c'était un concours de physiciens, ils devaient répondre à une question, je prends deux bulles, je les rapproche l'une de l'autre, est-ce qu'elles vont fusionner ou est-ce qu'elles ne vont pas fusionner? Est-ce que ça dépend de la taille des bulles? Est-ce que ça dépend de la vitesse avec laquelle je les approche, etc. Et ils sont venus nous voir, donc comme prof, ils sont venus nous voir en disant, comme prof spécialiste des bulles, en disant est-ce que vous savez répondre à cette question-là? Et on a dit non, pas clairement. Alors on avait des petites idées, mais pas clairement. Il faudrait faire les manips. Et là, on s'est dit, pour le coup, répondre à la manip, monter une manip, ils n'avaient pas le temps. C'était un concours, ils avaient 3 semaines. Et là, on a appelé Slash Bubble en lui disant, mais ça, tu le fais dans ton spectacle. Tu joues à fusionner des bulles ou pas? Est-ce que tu viendrais pas passer une demi-journée au labo, le faire on va filmer tes mains et on va essayer d'obtenir des données uniquement à partir de ça. En disant, fais-le plus vite, fais-le moins vite, essaye de nous faire... Parce que lui, il fait ça super vite. Nous faire une manip qui allait... Enfin, on peut le faire, mais il faut aller à l'atelier, il faut bricoler, etc. Lui, il avait ses mains. Et donc, on a eu ce travail-là avec lui, qui était une autre manière de faire de la science, qui était vraiment chouette. Bonsoir. Merci infiniment pour la joie que vous avez bien voulu partager avec nous. Puis merci de nous avoir donné l'envie de buller. Non, j'avais une question un petit peu plus sérieuse. Moi, j'ai vraiment adoré, mais je suis très frustré par le côté éphémère des choses. Donc, est-ce que vous avez jamais eu l'idée de travailler avec des chimistes pour sécher la bulle avant qu'elle n'éclate et pouvoir la conserver? Alors, non. On n'a pas travaillé avec ça. Alors, il se trouve que ça existe. Il se trouve que c'est un jouet pour enfants. On peut acheter des jouets pour enfants qui sont des espèces de petites bulles en plastique qui réticulent au contact de l'air. Donc, on souffle les bulles et elles durcissent. Et donc, après, on fait des petites bulles. Alors,
pour être vraiment honnête, on n'a pas travaillé avec des chimistes parce que donc on achète les machins, ça fait des bulles qui sont toutes petites. C'est beau quand elles sont grosses et donc on s'est dit on va pas faire ça. Ça avait aussi un côté pas très développement durable parce que je veux dire plus on fait des bulles grosses, plus ça veut dire qu'on va consommer de matière et là pour le coup là c'est essentiellement de l'eau, il y a du savon, c'est déjà pas super bon. Mais si on commence à faire des tonnes de plastique par exemple, ça va être un peu pas bon. Donc on s'est un peu arrêté dans cette idée-là. Mais par exemple pour rebondir. Les serres en plastique des agriculteurs, vous avez tous vu ça, les tunnels en plastique des agriculteurs, ce sont des bulles initialement. C'est fabriqué par une technique qui s'appelle l'extrusion bullage dans l'industrie. Et donc, c'est vraiment, ils font sortir du plastique chaud d'une buse et ils soufflent de l'air chaud et ils fabriquent une bulle qui fait l'équivalent de 3 étages. Ils font un grand cylindre comme ça de bulles et ils viennent le récupérer exactement comme... en fait, ils font exactement comme dans cette manip-là, quoi. Ils font un cylindre comme ceci et comme il se refroidit dans la colonne, il devient dur en haut, ils le récupèrent, ils l'enroulent et ça leur fait... voilà. Donc, on pourrait faire ça, mais voilà, ça fait utiliser des tonnes de plastique, quoi. C'est ça le problème. Merci. Merci, c'était vraiment génial. C'était une magnifique expérience pour tout. Je voudrais poser une question sur votre compréhension comme un scientifique, parce que c'est une expérience dans la force et la flexibilité. Oui. Et sur votre travail, cette compréhension et votre interprétation dans les deux, flexibilité et la force. Est-ce que je sais dire des choses intelligentes sur cette question-là Alors, je ne sais pas si je vais faire un pas de côté, je vais faire une technique de physicien, enfin de sumo, de judo, pardon. Évidemment, les films de savon, c'est exactement ça. C'est à la fois fort, puisque c'est sous tension, mais c'est pas du tout... c'est sous tension comme un ballon de baudruche. Donc il y a de la force qui est à l'intérieur. On la sent, hein, on la sent quand on sort. Quand on sort cet objet-là, on sent qu'il y a de la tension. Mais par contre, il n'y a aucune rigidité. Le film de savon en lui-même, il n'a aucune rigidité. C'est-à-dire qu'il est, contrairement à un ballon de baudruche, il est infiniment souple. Et ça... Et je raisonne tout, c'est-à-dire je dis ce que les choses m'évoquent par rapport aux mots que vous avez utilisés. Une autre caractéristique assez magique de la mousse, c'est que on part d'un liquide très liquide, hein, je veux dire, enfin c'est essentiellement de l'eau, ça, c'est à peine plus visqueux que de l'eau, mais quand on fabrique de la mousse, on a quelque chose qui devient parfaitement solide. Et là, parfaitement rigide, c'est-à-dire quelque chose que je peux prendre dans la main, que je peux manipuler, je peux l'appuyer, etc. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'on peut construire de la résistance mécanique, là, en rajoutant de l'air qui est encore moins rigide que le liquide dans ce liquide. C'est-à-dire que là, toute la résistance mécanique, toute la force, elle vient des interfaces. C'est les interfaces, donc c'est ce que je sentais avec un film unique qui fait que la mousse tient. Donc enfin, je trouve que c'est intéressant de voir ça, comme ça. Comment on crée de la structure avec des objets qui sont parfaitement fluides. Et c'est ça qui est intéressant dans les mousses, vous avez raison. Vous avez pointé le truc important de la magie des mousses, là, pour le coup. D'autres questions ? Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est aussi
Alors il y a la poétique, il y a la plasticité, et la relation entre art et science fait finalement que ça va aussi nous toucher dans notre quotidien. C'est qu'il peut y avoir cette rencontre entre notre quotidien, les objets manufacturés, mais aussi éventuellement des objets qui n'existent pas encore, mais qui par la rencontre pourraient s'envisager. Justement, on parle des imaginaires et de Bachelard, on est dans l'amphithéâtre Bachelard justement. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que la bulle n'est pas la métaphore de cette capacité de se faire rencontrer de façon active et opératoire l'art et la science sans que ce ne devienne finalement une application pour quelque chose d'absolument utile dans un mouvement, je dirais, plutôt consumériste ou commercial. Est-ce que là, on n'a pas la possibilité justement de penser autrement cette relation? Moi, c'est certain que la raison pour laquelle j'ai choisi de faire la physique que je vous ai présentée, d'une manière générale, pas que les bulles, hein, je vous ai présenté d'autres sujets de recherche, c'était... contrairement à certains collègues qui se posent des questions en regardant le ciel, moi, les questions de physique, je les ai en regardant le quotidien. Et je trouve que il y a de la magie dans le quotidien. Il y a de la science dans le quotidien, et que ce qu'il faut, je ne sais pas si ça répond à votre question, ce qu'il faut, c'est accepter de regarder le monde avec un œil différent. Et je crois... Je crois, et ça rencontre beaucoup la question de pourquoi moi je fais beaucoup de vulgarisation scientifique ou de médiation, je ne sais pas comment il faut dire, vulgarisation c'est un mot qui n'est pas très à la mode, mais pourquoi je fais de la médiation? C'est parce que le sentiment que j'ai, c'est que on peut regarder le monde fonctionner, on peut regarder le monde comme un physicien, c'est-à-dire on peut regarder le monde en le questionnant, c'est-à-dire que là je peux dire j'ai de la mousse sur un liquide vert, mais je peux dire que si je suis un physicien, si j'ai l'habitude du questionnement, et là je pense que ça rencontre le questionnement de l'artiste, enfin la manière avec laquelle l'artiste peut regarder le monde, je vois surtout que je fabrique un objet blanc, la mousse, avec un liquide qui était vert transparent. Et là, quand je pose la question comme ça, je la pose tout de suite en termes scientifiques, c'est-à-dire pourquoi, alors je peux la rendre encore plus scientifique en disant comment... l'absorbance de la mousse dépend de la taille des bulles et de leur dispersité, etc. Mais regardez le quotidien en se disant, finalement, c'est pas si évident que les choses sont comme ça. Je peux tout questionner. Je pense que ça, c'est un bon moyen de rencontrer l'artiste. C'est-à-dire que vous aussi, vous vivez dans un monde... Enfin, on peut regarder le monde sans jamais se poser aucune question d'art, je veux dire, sans se poser la question du beau, en regardant les choses telles qu'elles sont. Mais la question du beau, elle vient aussi de l'étonnement, elle vient et ça, voilà, ces objets-là sont un bon moyen d'être entre les deux, quoi. Je veux dire, de regarder les choses avec étonnement. Je pense que vous faites ça tous les jours, d'essayer de provoquer ce sentiment-là. Donc les bulles, c'est un bon moyen de faire ça aussi. Merci, oui. Merci. Oui, moi c'est une question, mais de pure curiosité, juste pratique par rapport. On est là pour ça. Par rapport à la bulle, je voulais savoir si c'était possible parce que cet aspect malléable, est-ce qu'on peut, imaginons qu'on ait les doigts, donc qu'on trempe dans une matière qui soit assez proche donc du film là autour, qui puisse donc appliquer une pression et puis on va dire la rendre plus malléable et faire des formes quelconques avec et potentiellement après la figer dans cet état-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible en théorie ou est-ce qu'on n'a pas du tout d'idée là-dessus? Alors, je pense que c'est possible. Oui. Je veux dire, l'artiste Slash Bubble, dans son spectacle, il passe pas mal de temps à faire des grosses bulles comme ça, grosses parce que plus malléables, puisqu'on a vu la loi de Laplace, donc des grosses bulles avec lesquelles il joue, donc il les manipule, il les fait vibrer,
il regarde comment la lumière se réfléchit avec. Alors vous faites pas n'importe quelle forme, hein, parce que vous jouez sur, en fait, vous jouez sur l'inertie de la bulle, donc vous faites pas le cube juste avec vous-même, mais vous pouvez créer des formes quand même en les manipulant. Et donc si effectivement, si on travaillait avec des matériaux genre des polymères fondus, on peut imaginer fabriquer des choses comme ça. Ok, ouais, c'était surtout pour savoir. Si on fabrique des bulles de polymère, des bulles de plastique qui figent par exemple, le plastique c'est pas super, mais prenons des plastiques biosourcés par exemple, on doit pouvoir faire des choses, ou des plastiques très biodégradables, on doit pouvoir faire des choses. Donc on n'a rien d'autre là qui pourrait remplacer potentiellement le plastique, parce que j'ai pas de connaissances particulières sur les différentes matières, mais voilà, qui pourrait créer, notamment dans ça serait une avancée au niveau de la construction ou bien voilà ce genre de choses. Si on pouvait avoir une matière qui soit malléable aussi, que la bulle, et puis après figeable dans un état, donc potentiellement. Parce que c'est trop science-fiction. Alors, j'ai pas d'intuition d'autre chose que le plastique, mais peut-être parce que aussi un de mes sujets de recherche, c'est les polymères. Mais en fait, le truc, c'est que les plastiques, c'est quand même c'est dégueulasse pour plein de raisons, mais ça a aussi des propriétés remarquables pour plein de raisons physiques. Donc, on les utilise pas juste parce que ça a des propriétés particulières qui les rendent assez irremplaçables dans plein de trucs. Voilà. Donc, j'ai pas d'idée claire sans plastique. Sinon, tu peux répondre à la question dans un an. Voilà. Maintenant, ça me paraît. Là, pour le coup, c'est court. Là. Court. Un an, c'est quand je vais vite. Bon, on ne sait jamais, parce que c'est vrai que c'est peut-être une question cruciale. Parce que le monde va très vite. Là. On a parlé d'IA aux dernières séances, donc on se rend compte que les choses s'accélèrent énormément. Et donc, peut-être que pour cette dernière phase de la conférence, déjà, on peut t'applaudir chaleureusement. Donc on restera maintenant en contact pour venir te voir au labo, éventuellement à Saclay, avec des doctorants. Je trouverais ça intéressant. Et je vais donner aussi la parole à Lucille Grasset, justement, parce que j'aimerais beaucoup qu'on puisse clôturer cette séance par la présence de l'IHEST aussi, que tu incarnes. Et puis peut-être aussi générer une sorte d'intérêt par rapport aux étudiants qui sont ici pour cette relation à la transversalité et la portée que peuvent avoir les questionnements que nous avons posés pendant ces 12 13 séances, qui ont été l'occasion à chaque fois d'évoquer une surface possible de la relation art et sciences et art et technologie, dans un cadre qui déborde largement des périmètres, les périmètres qui sont ceux des études de chacun des étudiants ici, mais qui finalement crée aussi des intersections. Et là, je trouve que c'est assez intéressant. J'ai beaucoup apprécié cette intersection à 120 degrés, là, qui est vraiment fascinante. Et donc, voilà, l'IHEST, c'est un peu ça, il me semble. C'est un lieu d'intersection. Est-ce que je peux te donner la parole en ayant introduit comme ça sa directrice provisoire? C'est très provisoire. Merci beaucoup, Yann. Quand je vous ai rencontré il y a quelques semaines, quand on a ouvert ensemble ces rencontres, je vous avais dit que dans la relation qu'on a avec Yann Thomas, c'est une relation très, très intime, puisque, outre le fait que Yann est venu dans notre institut et a suivi cette formation qu'on nous appelons le cycle national, Yann a été la première personne qui nous a dessiné et qui nous a représenté, puisqu'il a fait notre logo. Et nous avons vécu au sein de notre équipe ce travail comme quelque chose d'extrêmement gratifiant, joyeux, pour reprendre une expression de joie. C'est une bulle que tu as faite, hein, et une bulle qui n'est pas, c'est pas une sphère très très avec des contours bien lisses, non, c'est une bulle, et elle est bleue, d'un très joli bleu, c'est onusien, je crois, puisque tu es très attaché à cette maison. Et
grâce à cette représentation, et effectivement, je trouve que notre espace de vie, notre espace de rencontre, c'est tout à fait ça, cet institut. Et ce qui nous rapproche tous, il y a l'expérience, un premier temps, où nous partageons au travers de programmes divers et variés, puisqu'ils changent tous les ans, une expérience de vie au travers de thématiques, les programmes étant pour nous des propositions que l'on donne au groupe que l'on appelle les auditeurs et les auditrices pour qu'ils en fassent ce qu'ils en veulent. Ils se les approprient, ils les déconstruisent, ils les reconstruisent, ils passent à côté sans regarder. L'essentiel, c'est créer des situations de pas de côté, justement, pour que, à côté de la connaissance qui nous importe, il y a aussi cette dimension de l'imagination, de la créativité, de l'écoute de l'autre, de la rencontre des univers des uns et des autres. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le jeu, dans les quelques règles de jeu que nous imposons pendant ce temps de rencontre à l'IHEST, chacun dépose à l'entrée un peu ce qu'il est, dans sa fonction, dans sa représentation sociale, voire parfois un peu dans son métier. Et il est complètement tourné, les personnes sont complètement tournées vers l'écoute, vers la découverte. Et c'est exactement ça que l'on cherche à faire. Quand la formation est terminée, ils rejoignent ce réseau qui, je le dis depuis un certain temps, a un périmètre critique. Enfin, vous êtes plus de 750 maintenant à porter ce titre. Vous êtes répartis sur tout le territoire français et un peu à l'étranger. Et Evelyne, qui est là ce soir, et avec Louise d'ailleurs, nous étions il y a quelques jours encore à Bordeaux et on a fait se rencontrer des membres de la promotion sortante de 2023 avec des auditeurs et des auditrices d'autres promotions qui, je pense, ont éprouvé de l'étonnement, de l'intérêt. On aurait pu rester un peu plus longtemps, peut-être aussi de la joie de se rencontrer. Donc, les valeurs qu'a exprimées Frédéric tout au long de la soirée sont les nôtres, complètement. Et je trouve que consacrer une partie de sa vie à se poser la question autour de cette jolie formule « vie et mort des bulles de savon », c'est un projet de vie extrêmement respectable, extrêmement important. Et grâce à ce décalage en apparence, je pense qu'il y a énormément d'éléments de connaissance qui se construisent d'une part, sans oublier la sensibilité. On est au XXIe siècle et on voit souvent que c'est souvent le cœur d'abord et la tête après. Mais de toute façon, nous sommes faits de sensibilité et nous sommes faits aussi de raisonnement. Et la construction des équilibres, c'est notre souci de chaque jour. Voilà. Et cet échange et cette poursuite du parcours en étant accueillis à Paris 1, dans cet amphithéâtre Bachelard et au sein de ces étudiants, c'est, je pense, que quelque chose de très apaisant, très gratifiant pour nous tous et toutes qui, depuis 18 ans, cheminons dans cet institut. Voilà, je ne dirai pas plus. Merci beaucoup. Et donc, ainsi se clôture notre cycle IHEST Paris 1 pour cette année, Art deuxième cycle. Donc, nous préparons un troisième cycle pour l'an prochain, qui sera également constitué de 12 séances. Et l'apport sera aussi celui d'une présence plus intensive de doctorants
en sciences humaines et en arts plastiques. Et je suis très heureux aussi de cette ouverture parce que il y a une possibilité de circulation intergénérationnelle, on l'a vu avec la présence des auditeurs de l'IHEST, mais également interdisciplinaire, et ça peut inspirer même des métiers pour l'avenir. Et on le voit bien à travers ceux qui sont en apprentissage notamment, ils peuvent éventuellement s'inspirer de cette interrelation entre l'université et des métiers dans lesquels ils sont déjà largement plongés. La théorie, ce n'est pas forcément une forme de décalage avec la réalité. On peut très bien s'en inspirer à certains moments et justement s'y appuyer. Merci.